Ce mois-ci, nous allons parler du premier chagrin d'amour, une période douloureuse mais également merveilleuse, avec la découverte du premier amour. Mais d'abord, le générique. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Afin de mieux comprendre ce qu'il se passe pour un adolescent qui souffre d'un chagrin d'amour, j'ai interviewé Marion Télisson, psychologue clinicienne et psychothérapeute. C'est parti pour l'interview. Bonjour Marion. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, alors moi je m'appelle Marion Télisson, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute et j'exerce la plupart du temps en cabinet, et je suis aussi également sur les réseaux sociaux et enfin je suis formatrice puisque j'ai créé la formation Ose ton libre, la formation qui accompagne les psychologues à s'installer en libéral. Super, merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va parler de chagrin d'amour. Alors moi j'aimerais bien savoir, quand on parle de chagrin d'amour, est-ce que ça veut forcément dire qu'on rompt avec quelqu'un? Alors non, pas que, on va dire. En fait, un chagrin d'amour, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une période de souffrance, de tristesse, qui peut aller de quelques jours à quelques mois, et ça va survenir soit lors d'une rupture, soit lorsqu'il n'y a pas de sentiment réciproque. Donc c'est pas que en fonction des ruptures amoureuses. Par exemple, si on est amoureux de quelqu'un sans se déclarer et qu'on souffre de cette situation, là il s'agit pas du tout d'un chagrin d'amour à proprement parler. Mais par contre, si on avoue ses sentiments et que la personne ne les partage pas, alors effectivement la souffrance, si tu veux, qui en ressort, peut être qualifiée de chagrin d'amour. Et c'est vraiment important de bien comprendre que le chagrin d'amour survient parce qu'en fait, il s'agit d'un deuil. Le deuil, par exemple, de l'espoir qu'il pourrait se passer quelque chose, de l'espoir que l'on éprouve les mêmes sentiments, d'un futur possible ensemble, etc. Et c'est vrai que souvent, on va parler de cœur brisé, parce qu'en réalité, notre cœur, il n'est pas vraiment brisé, mais ce sont nos espoirs et les fantasmes, en fait, derrière, qui nous accompagnent, qui s'effondrent. Et donc s'ensuit du coup forcément le sentiment de solitude, d'abandon, de tristesse, de pleurs, de repli sur soi, etc. Et c'est vraiment un processus qui est douloureux mais qui est vraiment nécessaire. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi à l'adolescence, un chagrin d'amour peut prendre des proportions énormes ? Oui, alors, en fait, toute première fois n'est pas simple, hein. C'est pas évident, parce que déjà on a beaucoup d'espoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que on s'investit en fait avec passion, tellement cette sensation d'être amoureux, elle est agréable, parce qu'on idéalise l'autre aussi, on idéalise cette première relation, mais parce que aussi en ce qui concerne l'amour, il s'agit de sentiments et donc d'émotions. Donc voilà, lorsqu'on est amoureux pour la toute première fois, on va découvrir ce sentiment, tu vois, qui est hyper palpitant, mais on découvre aussi toute l'intimité, que ce soit l'intimité psychique, puisque du coup là il va y avoir une complicité, un partage, etc. On va apprendre à se connaître, mais on va aussi avoir toute la dimension physique, puisque nos sens du coup vont être mobilisés, notre corps, notre intimité va être, tu vois, partagée, et ce pour la première fois. Donc le premier chagrin d'amour, il est inconnu, forcément, c'est tout nouveau, on a l'impression que le monde va complètement s'effondrer, qu'on rencontrera personne d'autre, que cette première personne-là qu'on a rencontrée, cette première personne donc qui nous a fait naître ce sentiment amoureux pour la toute première fois, donc forcément c'est douloureux, c'est violent, et puis ça nous confronte ça confronte en l'occurrence l'adolescent à une forme de rejet. Forcément. Et donc, ce premier chagrin d'amour, il n'est pas forcément démesuré. Il est juste à la hauteur de cette première expérience. Et ce qu'il faut savoir, dernière petite chose qui me semble importante, c'est que, comme on en a un petit peu parlé tout à l'heure en off, mais ce premier chagrin d'amour, en fait, il vient réactiver inconsciemment d'autres séparations que l'adolescent, il a vécues, notamment celui avec sa mère. Et c'est ce renoncement, si tu veux, à la fusion, à l'amour absolu qui va ressurgir lors de ce premier chagrin d'amour. Et selon d'ailleurs certains psys, la violence que l'on ressent face à un chagrin d'amour, il va être proportionnel à l'attachement que l'ado a envers ses parents.
Voilà, donc si tu veux, l'adolescence, c'est quand même une période qui est compliquée parce que du coup, il va y avoir pas mal de découvertes, de changements, de chamboulements. Donc, de base, c'est pas simple à vivre et encore moins avec un chagrin d'amour, mais ça fait partie du truc. Et alors maintenant, quelles sont les conséquences d'un chagrin d'amour pour un ado ? Alors, je vais d'abord en fait parler des conséquences positives en réalité. Il y en a quand même. Eh ben oui, tu m'as pas précisé, hein. Non mais c'est bien d'avoir du positif quand même. Exactement, et je vais expliquer pourquoi, parce que souvent on a l'impression que c'est horrible, etc. En fait, c'est pas si horrible que ça. Un chagrin d'amour, c'est une souffrance, ça c'est indéniable, mais c'est une souffrance qui est vraiment essentielle, qui est indispensable pour évoluer. Ce chagrin, si tu veux, il signifie que l'adolescent, il a pu sortir de l'Oedipe. Et donc, il est en mesure d'aimer quelqu'un d'autre que sa famille, qu'il est en mesure de quitter l'enfance pour devenir adulte. On en parlait tout à l'heure. C'est vraiment une expérience qui est hyper enrichissante et donc du coup qui est très positive. Donc oui, c'est douloureux, mais c'est positif. Et les conséquences négatives pour le coup, parce que forcément, il y en a un petit peu, en dehors du fait que ça nous fait souffrir, c'est que le chagrin d'amour, il peut s'éterniser, il peut se transformer en deuil pathologique. L'adolescent, il peut, pour te donner des exemples, devenir anorexique, boulimique, dépressif, etc. Mais c'est pas le chagrin d'amour qui est en cause, en fait. Lui, le chagrin d'amour, il n'est que le révélateur d'une souffrance qui était déjà existante, qui est plus profonde. D'où l'importance à ce moment-là de consulter un psychologue. Et inversement, d'ailleurs, si l'adolescent n'éprouve aucun chagrin d'amour, là aussi, c'est tout aussi inquiétant. Ok. Et le fait que du coup, que t'aies pas vécu de chagrin d'amour pendant ton adolescence, ça a vraiment quelque chose de grave pour la suite ? Alors, non, pas forcément, parce que tu peux très bien ne pas tomber amoureux, c'est pas grave. Mais par contre, à partir du moment où tu n'éprouves aucun sentiment, par exemple, à la suite d'une rupture, là, surtout si en plus il s'agit d'un adolescent, là, ça peut être inquiétant. Alors, sans forcément prendre des proportions énormes et se dire, oh mon Dieu, mon adolescent s'est séparé de sa copine, par exemple, il a pas du tout versé une larme, j'ai l'impression que ça lui fait rien du tout, c'est inquiétant. Non, pas nécessairement, l'idée c'est quand même d'échanger, de savoir ce qui se passe, peut-être qu'en fait il éprouvait simplement pas du tout d'amour pour cette personne. D'accord, ok, super. Et alors, est-ce que les parents peuvent faire quelque chose pour les aider pendant cette période un peu douloureuse ? Oui, alors, là j'ai sorti le petit listing. La to-do list de choses à faire. Exactement. Parce qu'en fait, oui, mais il y a plein de choses que le parent peut faire et il y a plein de choses que le parent fait qui n'est pas forcément nécessaire. Donc je pense que c'est important de revenir là-dessus. Première chose, et ça je l'ai déjà un petit peu dit, ne pas paniquer. Voilà. Un chagrin d'amour, c'est bon signe. Donc certes, c'est difficile de voir forcément son ado qui est en train de pleurer, qui souffre, mais je parle aux parents, dites-vous que c'est un passage qui va l'amener en fait à grandir, à mûrir, à comprendre plein de choses sur lui, sur la vie, etc. Et ce que je rappelle aussi, c'est qu'on ne peut pas protéger son enfant des souffrances qu'il aura à vivre, mais par contre on peut l'accompagner tout au long de sa vie. Deuxième chose, c'est de l'écouter. Ne laissez pas votre ado se débrouiller tout seul, sans évidemment être trop empiétant, on est bien d'accord. Proposez donc de parler avec lui s'il le souhaite. Sinon, dites-lui que vous êtes disponible. C'est vraiment important de ne pas le juger non plus et d'écouter ce qu'il a à vous dire. Soyez donc vraiment à l'écoute de cette souffrance-là parce que ça va l'amener en fait à s'autoriser à exprimer ses émotions et en le laissant pleurer, en le laissant se mettre en colère, etc. et tout ça sans jugement, vraiment ça va l'aider à avancer dans son processus de deuil, mais aussi à mieux se préparer pour sa vie future. La troisième chose, il y en a 5 en tout, hein. Bah oui, parce que c'est important. La troisième chose, c'est de le soutenir. C'est important en fait d'accepter que son ado, il est pas bien. Voilà. Oui, on aimerait qu'il soit mieux, mais c'est pas le cas. Donc, acceptons qu'il aille pas bien et que ça va aller mieux plus tard. Alors oui, il peut décrocher en cours. Oui, il peut peut-être refuser de participer à certaines soirées, à certains repas de famille, etc., etc. Mais c'est ok. C'est pas grave. Ne forcez pas l'ado à faire semblant. Au contraire, chouchoutez-le, acceptez qu'il n'est pas encore un ado, qu'il n'est pas encore un adulte, pardon, qu'il n'est qu'un ado, c'est ça que je voulais dire, et que c'est la première fois pour lui. Donc il a besoin de temps, il a besoin aussi qu'on respecte son rythme. Ensuite, quatrième chose,
c'est stop aux phrases bateau, de type une de perdue, 10 de retrouvée, oh c'est pas grave, ça va aller. Non, oubliez. Parce que déjà on peut simplement vous poser la question, mais est-ce que vous, quand vous entendez des personnes vous dire ça vous aide? La plupart du temps non, hein, donc pourquoi vous le faites avec votre ado? Voilà. Donc surtout ne pas minimiser, parce que c'est ça qu'il en ressort en fait, c'est de ne pas minimiser ce qu'il ressent, au contraire, parce que ça peut être hyper culpabilisant et dénigrant pour lui. Et enfin la dernière chose, et ça je le dirai jamais assez, ne le critiquez pas. C'est vraiment humiliant en fait, et vous faites comprendre aussi à votre ado que ce qu'il ressent c'est pas bien et que c'est une honte. Et c'est vraiment dommage, voilà, pour lui. Ben c'est super, en tout cas c'est plein de bons conseils, j'espère qu'au moins les parents pourront piocher un petit peu là-dedans et essayer de suivre ces bons conseils. L'idée c'est de faire ce qu'on peut aussi, hein. Ah ben ça c'est sûr, c'est pas évident, puis surtout... effectivement, comme tu l'as très bien dit, quand tu vois souffrir ton enfant, t'as envie de l'aider à s'en sortir. Donc, effectivement, je pense que les phrases bateau, c'est le premier truc qui te vient en tête pour essayer de lui remonter le moral, en fait, sans forcément avoir en tête de minimiser sa peine, mais t'essayes de trouver en fait des solutions pour un peu lui remonter le moral. Mais bon, c'est pas forcément la meilleure solution. Alors maintenant, quels sont les signes qui peuvent nous indiquer que notre ado est en train de vivre un chagrin d'amour ou qu'il souffre d'un chagrin d'amour? Alors, il y en a plein, et en même temps ça va vraiment dépendre de chacun, c'est pas toujours évident parce que voilà, parfois les ados le cachent très très bien et qu'ils n'ont pas forcément envie d'en parler, de le montrer, etc. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué à dire comme ça, mais on va dire qu'il peut y en avoir plusieurs. La première chose, c'est si par exemple il se replie sur lui ou s'il s'isole, il peut y avoir forcément le plus flagrant, c'est la tristesse. Il peut y avoir aussi une perte de motivation, mais aussi inversement une agressivité. Il peut y avoir aussi des auto-culpabilisations, par exemple, oh là, de toute façon je suis trop nulle, je suis pas assez bien pour qu'on m'aime, etc., etc. Ou encore des changements dans le comportement de l'adolescent, comme des troubles du comportement, les TCA, les addictions, etc. Ou aussi des somatisations, par exemple des adolescents qui vont prendre des gros mal de ventre ou des grosses migraines ou des choses comme ça. D'accord. Et alors du coup, est-ce que l'on peut amener son adolescent à consulter un psychologue parce qu'il vit un chagrin d'amour et que peut-être le parent sait pas trop quoi faire pour l'aider et que finalement il se dit que ça sera peut-être la meilleure personne qui va pouvoir le sortir un petit peu de cette souffrance? Alors oui, bien sûr, mais uniquement si l'ado est d'accord et qu'il en ressent le besoin, ou bien parce que le chagrin d'amour s'éternise. Parce que je rappelle vraiment que forcer un ado, ou un enfant d'ailleurs, c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire qu'on peut dire à l'ado, au contraire, vraiment, moi j'invite les parents à le faire, à dire à l'ado qu'on est inquiet pour lui, qu'on se sent démuni de le voir ou de la voir comme ça, qu'on peut lui demander tout simplement qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour t'aider, est-ce que tu aimerais aller consulter un psychologue, etc., etc. Mais obliger un adolescent, c'est pas franchement bénéfique. Et si on considère que le chagrin d'amour dure depuis plusieurs mois et que la santé de l'ado du coup dépérit, alors oui, il est nécessaire de consulter un psy, puisque dans ces cas-là, je l'ai dit tout à l'heure, il peut s'agir d'un deuil pathologique, c'est-à-dire que l'ado, il va rester figé en fait dans une phase dépressive. D'accord. Alors maintenant, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui et peut-être aussi des adolescents? Alors là, je vais plutôt me diriger vers les parents pour le coup. Et comme je l'ai dit, on peut pas protéger son ado, son enfant d'ailleurs aussi, d'une quelconque souffrance, d'un chagrin d'amour ou autre chose, même si on aimerait beaucoup. Mais c'est pas possible, donc le surprotéger en fait c'est pas du tout aidant. En revanche, comme je l'ai dit, on peut vraiment être à l'écoute et l'accompagner dans toutes les phases et les émotions qu'il aura à vivre. Donc ce que je recommande, c'est de faire savoir à l'ado qu'on est disponible s'il a besoin pour échanger, pour qu'on l'écoute, ou juste pour être là, parce que parfois juste un câlin et pleurer un bon coup, c'est suffisant.
et pas nécessairement 2 mots, tu vois. Donc voilà, ne soyez pas non plus trop insistant, laissez votre ado venir s'il en a envie, vous parlez s'il en a envie, etc. Le maître mot, c'est vraiment la communication. Donc voilà, échangez avec votre ado sans en faire trop, en respectant aussi son intimité et s'il veut pas vous en dire plus. Soyez donc là, sans le surprotéger, tout en lui parlant, si vous le souhaitez, de votre expérience, parce que vous aussi, hein, vous avez vécu un chagrin d'amour comme tout le monde. Et c'est vrai qu'entendre son père ou sa mère raconter son premier chagrin d'amour, en fait, ça peut rapprocher et aider l'ado, sans dire, tu vois, moi aussi, et puis bon, je m'en suis sortie, oui, il le voit, donc... Tu vois, voilà, juste en racontant en fait tel que l'on a vécu, la souffrance que l'on a ressentie et comment on a fait pour surmonter ça, voilà, c'est tout. N'insistez pas non plus si l'ado ne veut pas parler, respectez ses besoins et surtout, n'insistez pas en disant c'est bon, tu vas passer à autre chose, vas-y c'est bon. Non, en fait, l'ado souffre. Donc l'idée c'est de ne pas dénier ça, de ne pas juger son rythme non plus, mais plutôt d'être là pour lui tenir la main en fait quand il en a besoin. Et pour les ados, il n'y a pas grand chose à dire à part tout simplement de vivre ce qu'il a à vivre. Et puis même si à ce moment-là on a l'impression que c'est vraiment la fin du monde, mais vraiment ça va durer qu'un temps. Et si pour le coup ça s'éternise vraiment, là il est vraiment important, comme j'ai dit tout à l'heure, de consulter un psychologue. D'accord, super, je trouve ça génial comme message. En tout cas j'espère que ça pourra au moins les aider à vivre ce moment. Alors maintenant, comment on peut te contacter et est-ce que tu es présente sur les réseaux? Alors tu en as parlé un petit peu tout à l'heure et je mettrai tous les liens en description, mais au moins si tu en as oublié, c'est le moment de les noter. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on peut me retrouver sur Instagram sur mon compte Psy-Télisson ou bien sinon sur ma chaîne YouTube sous le nom de Marion Télisson, tout simplement. Voilà. Super, et vidéos qui sont géniales, surtout pour l'intro. Parce que vraiment tu fais un travail de dingue et j'aime beaucoup justement ce parallèle à chaque fois que tu fais avec les clients, toi qui interviens, tu nous fais une mise en scène incroyable, donc vraiment allez suivre Marion, c'est génial. Merci, c'est vraiment gentil. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, je suis vraiment contente d'avoir fait cet échange avec toi. Merci beaucoup Sarah, vraiment ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi, merci encore. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.